le monde, depuis pratiquement maintenant 2008, plus d'une quinzaine d'années qu'il passe par des crises, puis il y a eu la pandémie, puis il y a eu la guerre de l'Ukraine en 2022, puis bien sûr la guerre de Gaza. Et il faut dire que aussi sur le plan géopolitique et géoéconomique, les tensions ne se sont fait qu'aggraver. Et le terme qui revient d'ailleurs dans nos réunions en tant que ministre des Finances ou de gouverneur de banque centrale, c'est un peu le terme d'incertitude. Et ces incertitudes, je dirais, se sont encore plus compliquées avec la nouvelle administration américaine, bien sûr avec toutes les, je dirais, les tensions sur le plan des échanges commerciaux, des tarifs commerciaux, et tout ça perdure. Et donc il faut gérer ces incertitudes. Les crises ont eu des conséquences. Ils ont eu des conséquences sur les plans budgétaires parce que les marges se sont amenuisées au niveau de l'action des gouvernements. Les banques centrales se sont vues confrontées, après la guerre de l'Ukraine en particulier, et les tensions sur les produits agricoles et énergétiques, avec des pics d'inflation qu'ils n'ont pas vus depuis 30 ans. Ils ont dû s'adapter, ils ont dû d'abord mener cette lutte pour ancrer les anticipations d'inflation et faire revenir les prix à des niveaux qui ne touchent pas le pouvoir des populations, et en particulier pour les pays émergents. Et en tout cas, maintenant, nous voyons des choses de plus en plus compliquées. Regardez, l'aide publique maintenant est en train de se réduire d'une façon importante. Les Américains intervenaient pour 40% de l'aide au niveau mondial. Elle a été pratiquement supprimée. Donc tout ça pose des problèmes. Bien sûr, les gouvernements dans les pays émergents ont pris les mesures pour contrer un petit peu cette situation, que ce soit sur le plan budgétaire, mais surtout sur le plan des politiques monétaires. Elles ont mené les politiques monétaires qui, petit à petit, ont fait ramener les tensions inflationnistes à des niveaux acceptables. Mais quid de l'avenir? C'est pour ça que je vous parle de l'incertitude. Nous, au Maroc, en tant que pays émergent, on met l'accent, bien sûr, sur ce que nous avons fait, c'est-à-dire que ces chocs d'offres, les gouvernements ont pris les mesures pour, évidemment, contrer ces chocs d'offres. Nous-mêmes, en tant que politique monétaire, les pics, nous les avons eus en 1923, 22-23. Et puis, petit à petit, bien, on est rentré. Maintenant, en 2025, nous allons avoir une inflation d'1% et vraisemblablement 1,6% en 2026. Nous continuons surtout la mise en œuvre de réformes structurelles, à la fois sur le plan économique, sur le plan des infrastructures, mais surtout sur le plan social. Nous avons mis la généralisation de la couverture maladie, nous avons repris les problèmes des retraites, de la réforme des retraites, nous avons mis aussi des indemnités pour perte d'emploi. Donc nous essayons sur le plan social de pouvoir compenser un petit peu toutes les conséquences des événements et de la conjoncture que nous avons vécus. Mais il reste le gros problème, c'est l'emploi des jeunes. Et c'est un gros problème qui est pas uniquement pour nous, mais c'est un problème généralisé qu'on voit. Et des derniers événements des générations Z, qu'on a appelé les générations Z,
interpelle les gouvernements au niveau de ce problème d'emploi. Et évidemment, aujourd'hui, les instructions royales au niveau du Maroc ont été, je dirais, bien marquées sur le plan social, à la fois l'emploi, mais aussi les problèmes de santé, c'est-à-dire la mise à niveau de l'infrastructure sanitaire. Et il ne faudrait pas que les réformes en profondeur qui ont été prises déjà depuis quelques années en ce qui concerne la généralisation de l'AMO ne puissent pas être, je dirais, aller de convergence avec l'infrastructure hospitalière et l'infrastructure sanitaire de façon plus globale. Et ce sont là les enjeux, c'est-à-dire améliorer l'emploi des jeunes, trouver, je dirais, et là, on ne peut pas compter uniquement sur les gouvernements. Là aussi, la promotion du privé, l'action privée, le partenariat public-privé, le Maroc a pris beaucoup de mesures dans ce sens-là, de façon à ce que le privé lui aussi apporte sa contribution au niveau des éléments de croissance et au niveau des emplois. Nous avons pris la loi sur le partenariat public-privé, nous avons remis en place une nouvelle charte d'investissement, nous avons mis en place un fonds souverain d'investissement, d'appui à l'investissement. Donc, nous avons essayé d'apporter la contribution la plus essentielle. Nous avons revu le système de garantie à apporter également à l'investissement privé. Tout ça pour que le privé apporte sa contribution au niveau de l'investissement et de la croissance et au niveau, bien sûr, des postes d'emploi à créer. Quand on voit un petit peu l'évolution du chômage, bien sûr, il est là. Nous sommes autour d'un taux de 13% au niveau du chômage. Au niveau des jeunes, notamment citadins, le taux est plus fort. Mais ce qui est essentiel, c'est évidemment un petit peu l'avenir. Et l'avenir est tributaire aussi d'un dossier qui est parmi les réformes structurelles importantes, c'est la réforme de l'éducation nationale. Et cette réforme d'éducation nationale, avec les changements de paradigme que nous sommes en train de vivre, est à reconsidérer d'une façon fondamentale. Maintenant, le digital, le numérique, l'introduction d'intelligence artificielle, ce que nous avons appris au niveau de la pandémie du Covid, si vous vous rappelez, c'est-à-dire le travail à distance, tout cela va devoir imposer de nouvelles façons d'imaginer les programmes scolaires, le suivi de ces problèmes, je dirais même la préparation des futurs emplois à venir. Et tout ça n'est pas facile, mais il faut avoir sur le plan, là aussi, pour terminer sur votre question, bien une gouvernance agile, une gouvernance qui puisse prendre en compte un petit peu tous ces éléments qui sont à la fois en partie conjoncturels et en partie structurels.